Alors, on passe au paragraphe 4, les lois à densité. Alors, si vous êtes en ES, les lois à densité, c'est la loi uniforme ou la loi normale. Si vous êtes en S, les lois à densité, c'est la loi uniforme ou la loi normale ou la loi exponentielle. Donc, voilà. Alors, dans les deux cas, le principe est le même. Alors, je vous ai fait un petit comparatif entre les lois discrètes et les lois à densité. Les lois discrètes, c'est les lois que vous avez vues en première et en début de terminale, c'est-à-dire par exemple, notamment la loi binomiale. Mais pas seulement, c'est-à-dire que, par exemple, si je jette un dé bien équilibré, donc ça veut dire que x peut prendre ses valeurs 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, et la probabilité d'avoir 1 c'est 1/6, d'avoir 2 c'est 1/6, etc. Bon. Donc c'est une certaine loi qui n'a pas de nom, mais voilà. Donc, dans tous les cas, ce qu'on appelle des lois discrètes, c'est lorsque x prend un nombre fini de valeurs. Donc, par exemple, j'ai pris l'exemple d'une variable aléatoire x qui suivait la loi binomiale de paramètres. J'ai choisi n égale 4 et p égale 0,5. Et j'ai fait la loi de x. Donc, x peut prendre 5 valeurs, 0, 1, 2, 3, 4. Et en faisant mes calculs, j'ai trouvé que la probabilité d'avoir x égale 0, c'est 1/16, x égale 1, 1 quart, x égale 2, 3 huitièmes, x égale 3, 1 quart, x égale 4, 1/16. Et donc j'ai fait un petit diagramme avec des petits bâtons. Donc là c'est 1/16, là c'est 1 quart, 3 huitièmes, 1 quart et 1/16. Voilà. Et donc avec des lois discrètes, vous pouvez avoir ce genre de diagramme en bâton où on met les valeurs de x en abscisse et les probabilités en ordonnée. Hein, voilà. Et puis, si on vous demande de calculer la probabilité que x soit compris entre a et b, eh bien on additionne, on fait la probabilité d'avoir x égale a, plus la probabilité d'avoir x égale a plus 1, plus la probabilité d'avoir x égale a plus 2, etc., jusqu'à la probabilité d'avoir x égale b. On fait une somme. Voilà. Ça, c'est pour les lois discrètes, c'est celles que vous connaissez bien en général. Donc, typiquement la loi binomiale. Maintenant, pour les lois à densité, alors ça c'est nouveau, hein, c'est de la terminale. Et en plus, en fait, ça fait appel à des intégrales et des primitives. Donc déjà, si vous regardez cette vidéo et que vous ne savez pas ce que c'est qu'une primitive et une intégrale, faut attendre d'avoir vu ça en cours, ou alors regardez d'abord les vidéos sur les primitives et les intégrales. Donc on ne peut pas faire le chapitre sur les lois à densité en proba sans avoir déjà étudié les primitives et les intégrales. Alors, donc, cette fois-ci, quand est-ce qu'on fait des lois à densité? Eh bien, lorsque x prend un nombre infini de valeurs. Par exemple, x varie dans l'intervalle 0,4, ou dans R entier, ou dans 0 plus l'infini. Ça veut dire que x n'est pas forcément un entier. Ça peut être un nombre à virgule, ça peut être n'importe quel réel ici entre 0 et 4. Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est n'importe quel réel. Ici, c'est n'importe quel réel positif. Bon, voilà. Hein. Donc, par exemple, si vous avez une loi normale, ce sera l'ensemble des valeurs prises par x, c'est dans R. Si vous prenez une loi uniforme sur l'intervalle 0,4, ce sera l'ensemble des valeurs prises par x, c'est tous les nombres entre 0 et 4. Donc, dans tous les cas, vous en avez une infinité. Et donc, au lieu d'avoir un diagramme en bâton, on a un diagramme comme ça, avec une fonction qui porte un nom un peu bizarre, et qui s'appelle la fonction densité de probabilité. Voilà. Qu'on note petit f. Et cette fois-ci, si je veux calculer la probabilité d'avoir x entre a et b, au lieu d'additionner comme je fais avec ce diagramme, donc j'additionnerai les hauteurs, et bien cette fois-ci, c'est l'intégrale de la fonction f entre a et b. Ça veut dire que si j'ai a ici, et par exemple b qui est là, eh bien la probabilité que x soit compris entre a et b, ce sera l'intégrale de ma fonction entre a et b, c'est-à-dire l'aire sous la courbe. Voilà. Hein. Donc ce sera cette aire-là. Donc ça veut dire qu'au lieu d'additionner les hauteurs des bâtons, eh bien on calcule l'aire sous la courbe. Voilà. Hein. On ne peut plus additionner. Pourquoi? Parce que en fait, si x varie dans l'intervalle 0,4, quelle est la probabilité que ce soit, par exemple, 1? La probabilité que ce soit 1,00000, avec que des zéros, c'est-à-dire la probabilité que ce soit exactement, mais alors exactement 1, cette probabilité-là est nulle.
Pourquoi elle est nulle? Eh bien, parce que déjà, dans le calcul, vous avez intégrale de 1 à 1 d'une fonction, et ça, c'est dans votre cours sur l'intégrale. L'intégrale de 1 à 1 d'une fonction, ça fait 0. Bon. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que, on voit bien que, voilà, la probabilité que x soit compris entre deux nombres, ce sera non nul, mais la probabilité que ce soit exactement égal à un nombre, ce sera 0, parce qu'il y a une infinité de valeurs possibles. Donc à cause de ça, voilà, c'est aussi un petit peu intuitif. Bon. Je n'insiste pas, mais du coup, on ne peut plus additionner les bâtons. Donc, c'est pour ça qu'au lieu d'additionner les bâtons, on prend l'air sous la courbe. Voilà. Donc, voilà. Alors, après, si je vous fais un principe qui vous déplaît, que vous ne comprenez pas bien, c'est pas grave, acceptez-le. Hein. De toute façon, voilà. Donc, ça, c'est une formule importante à connaître. La probabilité que x soit compris entre a et b, c'est l'intégrale entre a et b de la fonction densité de probabilité, et c'est égal à grand F de B moins grand F de A, où grand F, c'est une primitive de petit f. Voilà. Elle porte un nom, ça s'appelle la fonction de répartition. Maintenant, autant en fonction densité, il faut connaître le nom. Fonction de répartition, si vous ne connaissez pas le nom, c'est pas forcément bien grave, enfin je vous le mets quand même. Fonction de répartition, et puis connaître le nom, ça vous aidera aussi pour la calculatrice, puisque par exemple sur la TI vous avez une instruction qui s'appelle normal frep, et bien frep c'est fonction de répartition, donc voilà. Enfin bon, connaissez le nom, ça coûte pas, ça mange pas de pain, voilà. Bon, donc ça c'est le principe général, hein, valable pour toutes les lois à densité, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des probabilités qu'on additionne, en fait on a une fonction densité et on calcule son intégrale entre deux nombres. Voilà. Alors après, on va voir les détails, loi par loi. Alors, donc là, maintenant je vous ai fait un petit récapitulatif sur ce qu'il faut connaître sur la loi uniforme, la loi normale et la loi exponentielle. Alors je me répète, la loi exponentielle ne concerne que les S, donc si vous êtes dans ES, vous n'écouterez pas ce que je raconterai sur la loi exponentielle. Alors, je commence par la loi uniforme. Alors déjà, à chaque fois je vous ai mis la fonction densité, la fonction de répartition, fonction densité petit f, fonction de répartition grand F. Ces notations sont standards et normalement on n'en sort jamais. Voilà. Hein. Donc, pour la loi uniforme, sur un intervalle AB. Donc à chaque fois, vous avez soit des paramètres, soit des précisions. La loi uniforme, c'est sur un intervalle AB. La loi normale, on la note comme ça, n de mu sigma 2. Et surtout, n'oubliez pas le carré, surtout si vous êtes en ES. Parce que, alors, le problème, c'est qu'en notation calculatrice, on ne met pas le carré. Hein. Donc par exemple, je vous ai mis un exemple où l'écart type c'est 10. En fait, sigma 2 c'est la variance. Hein. Je vous ai mis un exemple où l'écart type c'était 10. Que vous ayez une Casio ou une TI, vous ne mettez pas 10 au carré, vous mettez 10. Et oui, mais il faut savoir que dans la notation scolaire, il y a un carré. Hein. On la note comme ça. Il faut absolument le savoir parce qu'il y a des QCM par exemple en ES, et c'est tombé 2 fois. QCM ou pas QCM d'ailleurs, on vous dit on a la loi normale et elle est notée comme ça par exemple, eh bien il faut que vous compreniez tout seul que ça veut dire que sigma au carré vaut 100 et donc l'écart type sigma vaut 10. Si vous pensez que l'écart type vaut 100, vous êtes foutu et vous avez tout l'exercice qu'il faut. Donc voilà. Et la loi exponentielle est un paramètre qu'on note lambda. Donc, ok, donc je reviens à la loi uniforme. Donc, la fonction densité. Eh bien, la loi uniforme, ça veut dire que x est un nombre qui varie entre a et b, et puis aucun nombre entre a et b n'est favorisé par rapport à un autre. Donc, la fonction de répartition, c'est une constante entre a et b, et puis 0 ailleurs, parce que le nombre ne peut pas sortir de l'intervalle AB. Voilà. Alors ensuite, la règle, c'est que l'aire sous la courbe doit faire 1. Donc l'aire de ce rectangle doit faire 1, et pour que l'aire de ce rectangle fasse 1, eh bien, il faut que la hauteur fasse 1 sur b moins a. Comme ça, la hauteur c'est 1 sur b moins a, la largeur, oui, c'est b moins a, et quand on multiplie les deux, ça fait 1 sur b moins a fois b moins a, ça fait bien 1.
Voilà, donc l'air ici vaut 1. Alors c'est quelque chose que je n'ai pas signalé, mais c'est systématique pour toutes les fonctions densité, l'air total sous la courbe vaut 1. Donc, par exemple pour la loi normale, toute cette aire-là vaut 1. Pour la loi exponentielle, toute cette aire-là, il faut continuer jusqu'à l'infini, elle vaut 1. Bon, ok. Alors, pour la loi uniforme, donc on a cette fonction densité, donc 1 sur b moins a si x appartient à l'intervalle AB, et 0 sinon. Donc, ce qui se traduit par un truc comme ça, voilà. Donc c'est une fonction cassée. Bon, voilà, hein, il y a une cassure ici, une cassure là, enfin voilà, c'est comme ça. Pour la fonction de répartition, eh bien ça donne quelque chose comme ça. Donc elle vaut 0 si x est plus petit que a, x moins a sur b moins a, si x est compris entre a et b, je répète parce que ce n'est pas forcément lisible, x moins a divisé par b moins a. Et elle vaut 1 si x est supérieur ou égal à b. J'ai oublié de rappeler la formule générale. En fait, que ce soit pour la loi uniforme, la loi normale ou la loi exponentielle, la fonction de répartition f de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de petit f de t dt. Bon, ça ne vous est pas forcément utile de savoir ça, mais enfin voilà, ça doit être quelque part dans votre cours. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est concrètement calculer les valeurs. C'est ça, bon, je fais quand même un petit résumé de cours, mais après, ce qu'il faut savoir faire, c'est des exemples. Donc si cette formule vous passe là, c'est pas forcément dramatique. Donc, alors, pour la loi uniforme, je vous ai pris un exemple. Supposons qu'on est à égal 3 et égal 9, donc la loi uniforme sur l'intervalle 3-9, et je vous demande la probabilité d'avoir x compris entre 4 et 8. Eh bien, d'après la formule qu'on vient de voir, que j'ai effacée, mais la probabilité, je vais la noter là, comme c'est du cours, je la mets en vert. Donc, la probabilité d'avoir x compris entre a et b, que ce soit la loi uniforme, la loi normale, la loi exponentielle, c'est toujours l'intégrale de a à b de f de x dx. Voilà. Retenez plutôt cette formule que celle-là qui ne sert pas forcément à grand-chose. Enfin, bon. Ok, donc là, ça fait l'intégrale de 4 à 8 de f de x dx. Vous pouvez tout à fait le calculer, mais si vous connaissez la fonction de répartition, c'est grand f de 8 moins grand f de 4. Pourquoi? Parce que la fonction de répartition est une primitive de la fonction densité, et donc la définition de l'intégrale, c'est l'intégrale entre 4 et 8 d'une fonction f. Eh bien, si grand f est une primitive de petit f, ce sera grand f de 8 moins grand f de 4. Donc c'est pour ça que si vous connaissez la formule pour la fonction densité, du coup, vous échappez au calcul de l'intégrale. Vous n'avez même plus le calcul de l'intégrale à faire. Donc ça peut être intéressant, peut-être pas de l'apprendre par cœur, mais peut-être de le mettre dans un coin de la calculatrice. Ensuite, deuxième remarque. En fait, si vous calculez f de 8 moins f de 4 avec ces formules, vous allez trouver 4 sixièmes ou 2 tiers. Mais pour la loi uniforme, franchement, je vous conseille d'oublier ça et ça. Il y a un moyen beaucoup plus simple, c'est-à-dire que, en fait, vous faites la probabilité d'avoir x compris entre deux nombres. Eh bien, c'est une fraction. Qu'est-ce que vous mettez? En haut, vous mettez la largeur de l'intervalle qui est là, donc 8 moins 4, ça fait 4. Et en bas, vous mettez la largeur de l'intervalle total. Donc là, c'est 9, là, c'est 3. Vous mettez 9 moins 3, 6. Et ça vous fait 4 sur 6 et vous avez directement le résultat. Donc c'est vachement simple de faire comme ça. Hein. Donc je répète, vous mettez la largeur de cet intervalle divisée par la largeur de l'intervalle complet. Bon, alors attention, ça marche que s'il n'y a pas de piège, c'est-à-dire que par exemple, je vais effacer ça. Donc, je reprends. Supposons par exemple que on prend toujours la loi uniforme sur intervalle 3-9, donc ici vous avez 3, et ici vous avez 9. Hein. Donc, première question, si ce n'était pas un piège, donc entre 4 et 8, eh bien vous faites cette longueur-là, divisé par cette longueur-là, et ça vous donne la probabilité que x soit compris entre 4 et 8. Bon. Oui, mais alors maintenant, si je fais un petit peu plus compliqué, au lieu de faire 4 et 8, je fais, par exemple, 1 et 8. Vous allez me dire, la probabilité, ça pourrait être ça divisé par ça.
Eh bien non, pour deux raisons. D'abord, si vous faites ça, ça fait 7. Si vous faites ça, ça fait 6. 7 divisé par 6, c'est un nombre plus grand que 1, et une probabilité, ça peut être plus grand que 1. Et ensuite, en fait, la probabilité, dans ce cas-ci, la probabilité que x soit compris entre 1 et 8, en fait, c'est égal à la probabilité que x soit compris entre 3 et 8. Pourquoi? Eh bien parce que x est un... Si x suit la loi uniforme sur l'intervalle 3 et 9, ça veut dire que x varie entre 3 et 9. Donc il ne faut absolument pas perdre ça de vue. X varie entre 3 et 9, donc il ne peut pas être par ici. Du coup, x variera dans cet intervalle-là. Donc pour calculer cette probabilité, vous faites cette longueur-là, divisé par cette longueur-là, et cette fois-ci c'est correct. Donc ça vous fera 5 divisé par 6. Voilà, donc il ne faut pas perdre. Donc moi je vous conseille, si vous avez une loi uniforme pour calculer une probabilité, vous faites la longueur d'un intervalle divisé par la longueur d'un autre, mais vous faites attention. Il faut bien visualiser la situation et bien repérer en fait quelles sont les valeurs permises. Voilà. Voilà. Alors après, je vous indique une façon très pratique de faire. Maintenant vous pouvez me dire, ah bah oui, mais du coup la fonction de répartition, c'est pas la peine de la prendre. Oui, mais faites attention parce que peut-être qu'on peut vous demander quelle est la fonction de répartition. Donc, si vous êtes dans ES, à mon avis, on ne fera pas ça. Si vous êtes dans S, c'est possible. Enfin, après, bon, honnêtement, il y a quand même peu de chance. Hein. Donc, franchement, si vous vous dites, bon, ben moi, fonction de répartition, j'en ai rien à faire, et puis je retiens juste qu'il faut diviser la longueur d'un intervalle par la longueur de l'intervalle total. Bon, bah, si vous retenez juste ça, normalement, ça devrait tout à fait passer. Alors, maintenant, je passe à la loi normale. Donc, attention à la notation et au carré, j'en ai déjà parlé. Voilà, donc, ça c'est bon. Ensuite, donc, ici, je vous ai dessiné la fonction densité, donc c'est une courbe en cloche, qui s'appelle une gaussienne. Voilà. Alors, cette formule, la formule n'est au programme que pour la loi normale centrée réduite. Donc ici, c'est pour la loi normale 0, 1. La loi normale centrée réduite, elle est centrée, ça veut dire que son espérance vaut 0. Alors, en fait, une gaussienne, comme ça met un axe de symétrie, et l'axe de symétrie, c'est en mu. Hein. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez avoir une gaussienne qui ressemble plus, qui est comme ça, voilà, avec une espérance mu comme ça, et à ce moment-là, ici, mu ne vaut pas 0, elle n'est pas centrée. Si elle est centrée, ça veut dire que l'axe de symétrie, ce sera la droite, ce sera l'axe des ordonnées. Donc voilà, mais si c'est 0, 1, ça donne quelque chose comme ça. Avec l'écart type, en gros, c'est la largeur de la bosse qui vaudra 1 à ce moment-là. Mais en général, voilà, la largeur de la bosse, c'est sigma. Alors, vous pouvez me dire, ouais, la largeur de la bosse, on la prend où? Est-ce qu'on la prend là? Est-ce qu'on la prend là? Bon, je ne sais pas. Et on ne vous demande pas de le savoir. Et de toute façon, voilà. Donc, on ne se préoccupe pas de ça. Donc, c'est en gros, hein, c'est de la bidouille, et puis voilà. Ça veut simplement dire que si vous avez une courbe en cloche, et mettons que l'écart type c'est 10, et puis là vous avez moins 1, là vous avez 1, il faut s'inquiéter. Parce que là, ça ne fera pas un écart type de 10. Enfin, à part ça, voilà. Donc, la fonction densité pour la loi normale centrée réduite, c'est 1 sur racine de 2 pi et point 2 sur 2, et ça c'est pour les S. Voilà, les S, vous devez connaître la fonction densité pour la loi normale centrée réduite. Les ES, on ne vous demande même pas de connaître la fonction densité. Pour la fonction de répartition, je vous ai mis 2 points d'interrogation, et en fait, il n'y a pas de formule, donc c'est la calculatrice qui la calcule. En fait, on a démontré que, c'est pas qu'on ne la connaît pas, cette fonction de répartition, c'est qu'on a démontré qu'on ne pouvait pas, on a démontré qu'il n'y avait pas de formule. Donc on ne peut pas l'exprimer avec des fonctions usuelles, exponentielles d'un bidule, ou même avec des cosinus, des racines, on ne peut pas. Donc voilà. Donc ça se fait à la calculatrice. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que les calculs d'intégrale, on zappe parce que c'est la calculatrice qui fait tout. Donc, j'ai quand même oublié de préciser que là, il y avait une asymptote, c'est-à-dire que la fonction de répartition, elle tend vers 1. Enfin bon,
Si vous n'avez pas en tête que la fonction de répartition a cette allure qui coupe l'axe des ordonnées en 0,5, c'est pas forcément une catastrophe. Bon. Voilà. Alors, exemple, si x suit la loi normale donc de paramètres mu égale 50, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ici sur le dessin, on aura 50, et 10 au carré, c'est-à-dire que l'écart type au carré, c'est-à-dire la variance vaut 100, donc l'écart type vaut 10. En fait, ça ou ça, c'est exactement pareil. Hein. Voilà. Donc on vous le met sous la forme 10 au carré, donc ça veut dire que sigma vaut 10. On peut vous le mettre sous la forme 100, ça veut dire que sigma au carré vaut 100, et si sigma au carré vaut 100, sigma vaut 10. Puisque 100, c'est 10 au carré. Donc, supposons que x suit la loi normale de paramètres 50 et 10 au carré, donc là il y aura 50 et là la largeur de la bosse ce sera 10. On vous demande la probabilité que x soit compris entre 30 et 45. Eh bien, ça se calcule à la calculatrice. Hein, il n'y a pas d'autre méthode. Si vous avez une Casio, vous faites norme CD de 30, 45, 10, 50. Donc en fait, voilà, si vous avez la probabilité que x soit compris entre A et B, eh bien vous mettez A, B, sigma, mu. J'insiste sur le fait que vous ne mettez pas sigma au carré. Il faut savoir que dans la notation scolaire, il y a un carré, dans la notation calculatrice, il n'y a pas de carré. Donc, ça fait 30, 45, 10, 50. Elle vous donne la réponse. Donc, je vous encourage, si vous avez une Casio, de le faire maintenant. Et vous devez trouver quelque chose comme ça. J'ai arrondi à 10 moins 4. Et si vous avez une TI, vous faites normal FREP. Si elle est en français, si elle est en anglais, ce sera normal CD, hein, je pense. En tout cas, c'est pas AB mu sigma, c'est AB, et cette fois-ci c'est AB mu sigma. Désolé. Voilà, donc pour la Casio, c'est bien AB sigma mu, et pour la TI, c'est AB mu sigma. Alors, maintenant, on passe à la loi exponentielle. Donc, c'est pour les S. Si vous êtes dans le S, eh bien, vous zappez donc, cette partie. Alors, la loi exponentielle de paramètre lambda, d'abord la fonction densité, eh bien, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, x en fait, c'est un nombre positif, donc la fonction densité chez les négatifs, elle est nulle. Et chez les positifs, ça fait une exponentielle, mais une exponentielle décroissante, parce que le nombre qui est là, étant positif, comme il y a un moins devant, enfin, c'est par exemple le puissance moins x, donc ça fait une exponentielle décroissante. Ok. Alors l'air sous la courbe vaut toujours 1, ça ne change pas. Et donc on a ces formules. Donc ces formules, bon, bah, vous pouvez tout à fait les mettre dans la calculatrice, il n'y a pas de problème. Pour la fonction de répartition, eh bien c'est cette fonction-là, donc toujours 0 chez le négatif. Et après, c'est une sorte d'exponentielle mais renversée, voilà, et qui tend vers 1. Donc 0 si x est négatif et 1 moins e puissance moins lambda x si x est positif. Voilà. Alors pareil, vous mettez dans un coin de la calculatrice. Alors vous pouvez me dire, oh, mais ça ne sert à rien, les fonctions de répartition. Mais si, ça sert à échapper au calcul d'intégrale. Parce que, regardez dans cet exemple, donc j'ai pris x qui suit une loi exponentielle de paramètre 4 et je me demande la probabilité que x soit compris entre 2 et 20. Eh bien, donc c'est l'intégrale de 2 à 20 de la fonction de densité, puisque lambda vaut 4, ça fera 4e moins 4x dx. Voilà. Eh bien, donc, il faut que je calcule cette intégrale-là. Alors, elle n'est pas très difficile à calculer, parce que si je devais la calculer, ça donnerait quoi? Ça donnerait ceci. Alors, on va faire le calcul. Où est-ce que j'ai un petit peu de place? Ici. Alors, c'est quoi la primitive de 4e moins 4x? Eh bien, la primitive de e moins 4x, c'est e moins 4x sur moins 4. Hein? Comme il y a un 4, je le laisse. Et donc, je le prends, je fais mon crochet entre 2 et 20. Et ça fait 4e puissance moins 4 fois 20 sur moins 4. Moins 4, donc moins 80. Moins 4 puissance moins 4 fois 2. Donc, moins 8. Sur moins 4. Et donc, je trouve comme ici, e puissance moins 8, puisque là, les 4 s'en vont, les moins, voilà, les deux moins s'en vont. Les 4 s'en vont, ça fait moins 8.
Là, ça va faire, les 400 vont, mais le moins reste, ça fait moins E moins 80. Et donc voilà. Mais si je connais ma fonction de répartition, c'est directement l'intégrale de 2 à 20 de petit f, c'est grand F de 20 moins grand F de 2. Hein. Je vous rappelle que la définition de l'intégrale de A à B de petit f, c'est grand F de B moins grand F de A. C'est la définition moderne de l'intégrale. Ce truc-là, cette notation est totalement archaïque. Et donc ça fait grand F de 20 moins grand F de 2. Donc si je connais ma fonction de répartition grand F, je mets ça, j'ai le résultat et j'échappe au calcul de la primitive. Donc si ça vous stresse de calculer des primitives, eh bien je ne vous demande pas d'apprendre ça par cœur, mais vous le mettez dans un coin de la calculatrice. Voilà, ça vous aidera. Donc, voilà sur la loi exponentielle. Donc, retenez l'allure des fonctions densité, l'allure des fonctions de répartition. Bon, l'allure des fonctions de répartition, c'est pas forcément très utile. Mais surtout, il faut que vous sachiez les calculer. Hein. Donc, en fait, c'est des calculs intégrales, mais alors pour la loi normale, c'est des intégrales qu'on ne sait pas faire, c'est pour ça que c'est la calculatrice qui fait, donc ça c'est bien. Pour la loi uniforme, franchement, je vous conseille plutôt de faire les histoires de quotient de longueur d'intervalle, j'en ai déjà parlé. Mais pour la loi exponentielle, c'est vraiment des calculs d'intégrale, mais si vous avez la formule pour la fonction de répartition, vous échappez à ce calcul-là. Voilà, voilà. Donc ça c'est le principe, et maintenant on va voir des exemples de sujets de bac. Alors, avant de voir les exemples type bac, un petit intermède. J'ai oublié de vous parler des intervalles à 1, 2 et 3 sigma. Alors que vous soyez en S ou en ES, ça tombe. Hein, donc il faut savoir ça. Eh bien, alors c'est quoi ces intervalles à 1, 2, 3 sigma? Eh bien, c'est pour la loi normale. Donc vous prenez une loi normale de paramètres mu et sigma, c'est-à-dire que donc l'espérance c'est mu et donc la largeur de la botte c'est sigma. Eh bien, il faut savoir que alors déjà, ce qu'on appelle l'intervalle à 1 sigma, c'est l'intervalle mu moins sigma, mu plus sigma. L'intervalle à 2 sigma, c'est mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma. Et l'intervalle à 3 sigma, c'est mu moins 3 sigma, mu plus 3 sigma. Donc vous avez 3 intervalles. Voilà le premier, voilà. Le deuxième, et le troisième. Le troisième, il est là, voilà. Eh bien, en fait, pour le premier intervalle, vous avez un nombre 0,683. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, en fait, l'air qui est sous la courbe, donc qui représente une probabilité, qui est ici hachuré en violet, cet air-là vaut 0,683. Voilà. Pour l'intervalle à 2 sigma, cet air qui est là hachuré en vert, donc ici, toute cette zone, ça fait 0,954. C'est pas des valeurs exactes, hein, c'est arrondi à 10-3 près, et c'est à 10-3 près qu'on vous demande de le connaître, puisque voilà, enfin parfois c'est rappelé, hein, là par exemple j'ai vu dans les sujets ES, c'est tombé 2 fois l'année dernière au moins, et, mais il y a l'une des 2 fois où c'était rappelé. Et pour l'intervalle à 3 sigma, donc l'air sous la courbe, hop, mais délimité par ces deux droites, donc cet air-là, eh bien elle vaut 0,997. Ça veut dire quoi? Eh bien, je vous ai pris un exemple, ça veut dire que si x suit la loi normale de paramètres 50 et 10 au carré, donc la moyenne c'est 50, l'écart type c'est 10, donc ici vous aurez 50. Eh bien, à ce moment-là, l'intervalle à 1 sigma, c'est 50 plus 10, 50 moins 10. Donc 50 moins 10, ça fait 40, 50 plus 10, ça fait 60. Donc, eh bien, ça fait l'intervalle du coup 40-60. Hein. Je vous mets que là, c'est 50 moins 10. Donc c'est mu moins sigma, là c'est 50 plus 10. Voilà. Ce qui fait 60. De même que là, c'est 50 moins 2 fois 10, 50 plus 2 fois 10, 50 moins 3 fois 10, 50 plus 3 fois 10. Voilà, donc ça c'est l'intervalle à... Donc l'intervalle 40-60 c'est l'intervalle à 1 sigma, l'intervalle 30-70 c'est l'intervalle à 2 sigma, et l'intervalle 20-80 c'est l'intervalle à 3 sigma. Eh bien, ces trois nombres un peu bizarres, ça veut simplement dire que la probabilité que x soit entre 40 et 60, ben, elle vaut 0,683, qui correspond à l'air hachuré en violet. La probabilité que x soit entre 30 et 70, c'est 0,954, ce qui correspond à l'air hachuré en vert. Et la probabilité que x soit entre 20 et 80, c'est 0,997, ce qui correspond à l'air hachuré en rouge. Voilà. Bon, est-ce que vous êtes obligé d'apprendre ça par cœur? Bon, bah, moi à votre place, je mettrais ça dans un coin de la calculatrice, et puis voilà.
mais c'est au programme, et on peut toujours faire sans, en général, mais vous comprendrez mieux certaines questions si vous avez en tête qu'on vous demande de connaître ces intervalles à 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, qui sont dans tous les manuels. Voilà. Donc après les valeurs exactes dans la calculette. Alors notre premier exemple concerne, alors tout d'abord la loi uniforme, mais alors dans cet exercice on commence par une loi uniforme, mais après ça bascule sur une loi normale. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien c'était le sujet Centre étranger juin 2013, bac ES exercice 4. J'ai voulu commencer par la loi uniforme parce que c'est le plus simple, donc pour se mettre en jambe, il vaut mieux commencer par ça. Alors en ES, la loi uniforme est tombée une fois, donc dans ce sujet. Dans ce sujet de bac, en fait, il y avait 2 exercices de probabilité, donc comme anti-Guyane. Et donc là, les probas étaient carrément sur 10 points. Bon, enfin voilà. Et donc l'exercice, il y avait l'exercice 4 qui était des probas, il y en avait un autre aussi qui était des probas. Probas plus classiques avec un arbre. Bon. Donc là, il y avait une loi uniforme, c'est le seul sujet, bac S, ES confondu, où il y avait une loi uniforme. Hein, la grande vedette, entre guillemets, en proba de la mouture 2013, c'était la loi normale, où là il y en avait beaucoup, et elle n'était pas au programme avant, donc c'était un peu c'était la nouveauté, on va dire. Donc la loi uniforme, c'est pas très difficile, mais ça tombe rarement, enfin voilà, c'est tombé une fois l'année dernière, en tout et pour tout. Donc voilà, donc si vous êtes en S, ça peut vous intéresser, puisque de toute façon, vous ne trouverez pas de loi uniforme dans les annales de S. Alors, je vous lis le sujet, parce que là j'ai résumé, mais ce n'est pas forcément compréhensible, noté comme ça. Alors, tous les jours, Guy joue à un jeu en ligne sur un site avec 3 amis. Bon, très bien. Alors, premièrement, Paul se connecte sur le site. La durée grand D, entre parenthèses en secondes, qu'il faut pour réunir les 4 joueurs, est une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle 20-120. Donc moi, ce symbole-là, à peu près tous les profs le connaissent, ça veut dire « suit la loi ». Et puis ça, c'est la loi uniforme sur l'intervalle 20-120. Je ne suis pas sûr que les crochets, tout le monde les mette, mais enfin... ok, donc ça veut dire « D suit la loi uniforme sur l'intervalle 20-120 ». Et la question petit a, c'est déterminer la probabilité que les 4 joueurs soient réunis au bout de 60 secondes. Bon, alors, attention, là déjà l'énoncé est un petit peu ambigu. Déterminer la probabilité qu'ils soient réunis au bout de 60 secondes, on pourrait comprendre ça comme ça, on pourrait se dire c'est la probabilité qu'ils soient réunis pile poil au bout de 60 secondes, pas une seconde de plus et pas une seconde de moins. Mais non, parce que dit comme ça vaudrait 0. Donc en fait là ce qu'il fallait comprendre c'est calculer la probabilité qu'ils soient réunis en un temps inférieur ou égal à 60 secondes. Voilà. Donc voilà. Alors, au niveau de la rédaction, bon, vous avez 2 types de rédaction possibles, une rédaction minimaliste, une rédaction maximaliste. Alors je commence par la façon la plus courte, mais là si vous tombez sur un correcteur un peu sévère, vous n'aurez pas tous les points. Donc on commence par la première rédaction la plus simple, et après on verra une rédaction plus complète. Alors, puisque D suit la loi uniforme sur l'intervalle 20-120, je commence par dessiner un petit peu la fonction densité pour voir ce qui se passe. Sinon, vous pouvez aussi le faire au brouillon. Alors, 20-120. Ça veut dire que x peut varier dans l'intervalle 20-120, donc il ne peut pas être plus petit que 20, il ne peut pas être plus grand que 120. Donc déjà, ça, il faut se le mettre en tête. Et ensuite, entre 20 et 120, tous les nombres ont la même chance. Donc ça fait une fonction de densité constante. Quelle est la valeur de cette constante? Et bien dans le cours, on a vu que c'était 1 sur D moins A. Donc A c'est 20, B c'est 120. 120 moins 20, ça fait 100, donc c'est 1 sur 100. Voilà. Et ceci dit, je ne vais pas m'en servir dans le calcul, donc à la limite je ne le mets même pas. Mais bon, voilà, enfin ça c'est si j'ai pas le temps. C'est quand même bien de montrer qu'on connaît son cours. Et alors, qu'est-ce que je dois calculer? Il faut qu'il soit réuni au bout de 60 secondes maximum, donc du coup, alors mon 60, alors le milieu de l'intervalle, c'est un intervalle d'amplitude 100, donc le milieu c'est 50 plus 20, 70, donc 60, il est un petit peu plus à gauche, il est par là. Voilà. Et donc, si je veux qu'il soit réuni au bout de 60 secondes, ça veut dire que les valeurs de x pourront varier là-dedans, hein, puisque x ne peut pas être plus petit que 20.
Donc voilà. Donc sur ma copie, je mets probabilité que x soit compris entre 20 et 60. Et c'est égal à quoi? Eh bien, on l'a vu dans la partie cours, c'est une fraction, et puis en haut je mets l'amplitude du petit intervalle, et en bas je mets l'amplitude du grand intervalle. Alors, en haut c'est l'amplitude de l'intervalle dans lequel x varie, c'est de 20 à 60, c'est un intervalle d'amplitude 60 moins 20, donc 40. Et en bas c'est le grand intervalle, hein, celui-là ou celui-là, c'est pareil, et son amplitude c'est 120 moins 20, c'est-à-dire 100. Bon, ben voilà, 40 divisé par 100, ça fait 0,4 et c'est terminé. Bon. Alors c'est vrai que ça, si vous faites un dessin et que vous écrivez ça comme ça, hein, normalement, ça peut tout à fait passer. Hein, mais après, si vous avez un maniaque, il risque de ne pas être content. Alors, la version un peu plus complète, je la fais ici, à droite. J'ai un marqueur parce que celui-là... Donc... Là, je mets toujours la probabilité que x soit compris entre 20 et 60. C'est ça qu'on me demande de calculer. Ok. Mais je montre que je connais mon cours, donc c'est l'intégrale de 20 à 60 de la fonction densité. Et je montre là encore que je connais mon cours. Alors, c'est bien de faire aussi ce petit dessin. Hein. Donc, vous mettez le petit dessin qui est là. On va dire qu'il est commun aux deux, vous le mettez là aussi. Voilà. Hein. Et donc, entre 20 et 60, la fonction densité, elle est constante, et elle vaut 1 centième. Donc, c'est l'intégrale de 20 à 60 de 1 centième dx. On va très bien. Alors, maintenant, il faut que je trouve une primitive de 1 centième. Bon, la primitive, je vais l'appeler grand F de x. La primitive d'une constante, c'est la constante fois x. Primitive de 3, 3x. Primitive de 10, 10x. Primitive de 1, 1x. Primitive de 1 centième de x. 1 centième de x. Voilà. Et donc, l'intégrale de 20 à 60 de 1 centième dx, c'est donc grand F de 60 moins grand F de 20. Ce qui fait, donc, je prends ça, je remplace x par 60, ça va faire 1 centième de 60, moins 1 centième de 20. Ok. Ce qui fait 60 sur 100 moins 20 sur 100. Très bien. Et 60 sur 100 moins 20 sur 100, ça fait 40 sur 100. Et je retrouve 0,4. Bon, bien sûr, c'est la même réponse. Voilà. Donc ça, c'est totalement complet. Là, vous êtes sûr que vous avez tous les points. Je vous conseille dans les deux cas de faire le petit dessin au moins en brouillon, parce que si vous ne faites pas le petit dessin, vous risquez de vous tromper. C'est-à-dire au lieu de mettre 20, peut-être que je sais pas, vous mettrez 0 et si vous mettez 0, c'est cuit. Hein. Donc le dessin il permet de mettre les choses en place. Là sur le dessin on voit bien que x il peut varier entre 20 et 60. Mais sans le dessin on ne le voit pas forcément. Voilà. Donc ça c'était pour la loi uniforme. Bon ok. Donc par contre, on va continuer sur cet exercice centré étranger juin 2013 puisqu'il est complet. Et après, il bascule sur une loi normale. Donc maintenant, on va faire la question 2 qui porte sur la loi normale. Alors, question 2. L'équipe est maintenant réunie et la partie peut commencer. La durée J, entre parenthèses en minutes, d'une partie est une variable aléatoire qui suit la loi normale, grand N de 120,400. Petit a, déterminer l'espérance et l'écart type de la variable aléatoire J. Donc je vous ai résumé ça comme ça, J suit la loi normale de paramètres 120 et 400, et trouver l'espérance et l'écart type. Ça c'est l'espérance, mais ça n'est pas l'écart type. Je vous ai bien dit dans la partie cours, faites attention, la notation scolaire en fait c'est mu et sigma au carré, donc ça veut dire que 400 c'est pas sigma, c'est sigma au carré. Et voilà. Et alors honnêtement, franchement, je trouve ça totalement abusif de leur part, puisqu'il y a des tas d'endroits dans la littérature où en fait la loi normale, on la note mu sigma sans le carré. Donc, et notamment les calculatrices, il n'y a pas le carré. Donc vous, en tant qu'élève, franchement, vous n'êtes pas spécialiste de la loi normale. Mais voilà, si vous ne savez pas que dans la notation scolaire, il y a le carré, vous êtes cuit. Donc il faut savoir ça. Bon. Eh bien, ici on a mu égale 120
Donc, ben, l'espérance de J, c'est 120, hein, puisque mu, c'est l'espérance. Et on a sigma 2 égale 400. Donc, sigma qui est l'écart type. Il faut savoir que sigma, c'est l'écart type et sigma 2, c'est la variance. Donc, sigma égale ben, racine de 400. Vous tapez ça sur la calculatrice si vous voulez, mais vous allez trouver 20. Et voilà. Donc là, le 2A, c'était aussi simple que ça, mais si vous n'avez vraiment pas en tête que dans la notation scolaire, c'est n de mu sigma 2, j'insiste sur le 2, et bien vous êtes cuit. Il y avait aussi un QCM où c'était comme ça. Alors, question B. Montrer l'équivalence J compris entre 90 et 180, équivalent à J moins 120 sur 20, compris entre moins 1,5 et 3. Alors donc, je vous ai recopié l'énoncé au tableau pour le petit b. Il fallait montrer que ça est équivalent à ça. Hein. J strictement compris entre 90 et 180, équivalent à J moins 120 sur 20, strictement compris entre moins 1,5 et 3. Alors ça, il ne faut pas se poser de questions. Il faut montrer que ça est équivalent à ça. Ça, c'est des inéquations relativement simples. Donc voilà. Hein, ça, c'est type collège, entre guillemets. Bon, on fait ça le plus simplement du monde. Hein. Donc, de B, je pars de là et je vais atterrir là. Donc, je pars de 90, strictement plus petit que J, strictement plus petit que 180. Bon, pour aller à là, manifestement, il faut commencer par enlever 120 et ensuite diviser par 20. Donc, j'enlève 120 partout. Alors, allons-y. 90 moins 120, plus petit que J, moins 120, plus petit que 180, moins 120. Ensuite, je calcule 180 moins 120, 60. J moins 120, je le laisse. 90 moins 120, moins 30. Voilà. Donc là, la première étape, enlever 120, c'est bon. Maintenant, deuxième étape, on divise partout par 20. Allons-y. Puis je peux mettre mes équivalents. Je divise partout par 20. Donc je commence par le milieu, par exemple. Ensuite, là. Ensuite, là. Très bien, et là j'ai quasiment terminé. Alors je calcule à la calculatrice moins 30 divisé par 20, mais ça fait faire moins 1,5. 60 divisé par 20, ça fait 3, bah, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il fallait, là c'est terminé. Donc là c'était cadeau, il ne faut pas se dire mais qu'est-ce qu'ils me veulent, voilà. Donc ça c'était facile, maintenant on passe au petit c. Donc maintenant on passe au petit c. Alors on définit la variable aléatoire x par x égale j moins 120 sur 20, déterminer la loi suivie par la variable aléatoire x. Donc voilà, donc on a ce x et il faut trouver la loi suivie par x. Alors ça peut paraître une question un peu bizarre ou difficile, et en fait pas du tout, c'est une pure question de cours. Alors, qu'est-ce qui dit le cours? Eh bien de toute façon, dès que vous voyez un truc comme ça, vous pensez au x moins mu sur sigma. Mais qu'est-ce qui dit le cours? Il dit si x suit la loi normale mu sigma 2, alors x moins mu sur sigma suit la loi normale centrée réduite, c'est-à-dire n de 0, 1. Voilà. Ça, c'est du cours. Bon, bah là, c'était ça. Donc attention à la formulation, il a déterminé la loi suivie par x. Déterminer, ça laisse penser qu'il y a un raisonnement, une justification à amener. Non, il n'y en a aucune, c'est du cours, point. Donc qu'est-ce que je mets sur ma copie? Petit c. D'après le cours, x suit la loi normale, centrée, réduite. Que je peux mettre, voilà, x suit la loi normale en centrée réduite, cette vague avec une flèche, ça veut dire suit là, et ça c'est la loi normale centrée réduite. Bon, ben voilà, il n'y a rien d'autre à mettre, parce que voilà, c'est simplement une question de cours. Bon voilà. Si vous voulez en mettre un peu plus, vous pouvez tout à fait préciser que 120, c'est bien l'espérance de J,
Et 20, c'est bien l'écart type de J. Hein. Donc ça, on l'a déjà vu, vous pouvez le resignaler, hein, mais voilà. Hein. De toute façon, dès que vous aurez ça, ce sera systématiquement, ici systématiquement vous aurez l'espérance et là la variance, parce que ce truc-là, on ne le rencontre qu'avec le coût du x moins mu sur sigma, sauf qu'ici c'est pas x, c'est j, mais c'est pareil. Bon ben voilà. Donc le petit c, qui pouvait avoir l'apparence d'une question difficile, et qui a sans doute l'apparence d'une question difficile quand on débute sur la loi normale, mais en fait c'était simple. Petit d, déterminer la probabilité que la partie dure entre 90 et 120 minutes à 0,001 près. Donc à 10-3 près. Donc, la proba pour que la partie dure entre 90 et 120 minutes. Eh bien, comment on peut faire? Eh bien, déjà, on traduit l'énoncé en langage mathématique. La probabilité, donc P, la durée de la partie, bien la durée de la partie, c'est J. Donc, J, entre 90 et 180, donc, soit compris, entre 90 et 180. Bon, bah ça, c'est un 90, il n'est pas très bien fait, mais voilà. Donc, c'est ça qu'on me demande de calculer. Bon. Eh bien, il y a deux options. Vous pouvez me dire, mais ça, J suit une loi normale de paramètres 120 et 20, la probabilité que J soit compris entre 90 et 180, je sais faire à la calculatrice. Eh bien, tout à fait. Donc, si j'ai une TI, je fais, c'est quoi déjà? C'est normal FREP, et c'est A, B, mu, sigma, donc A, B, 90, 180, mu, 120, sigma, 20. Soit j'ai une Casio, et à ce moment-là, je fais norme CD de A, B, sigma, mu. Donc A, B, sigma, mu. Et je calcule ça et je mets le résultat. Ah ben, vous avez tout à fait le droit, et à ce moment-là, on vous met les points. Voilà. Alors, voilà. Donc, je vais quand même le calculer. Alors, cette fois-ci, je vais prendre l'ATI. Donc, normal FREP, on a dit 90, 180, 120, 20. Voilà, et je trouve 0,9318 et des brouettes. Donc si j'arrondis à 10-3 près, 0,932 égale 0,932. Bon ben voilà, hein, je mets ça sur ma copie, ben j'ai le point. Voilà. Alors après, je peux également jouer le jeu, mais je maintiens que ça ne peut pas être une obligation. Jouer le jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a posé x égale j moins 120 sur 20. Donc, pourquoi ne pas utiliser x? Donc là, je vous mets la deuxième, donc premier point, première rédaction ultra courte, et alors je vous conseille tout à fait, et ne croyez pas qu'on va vous demander des points, hein, c'est complètement faux. Deuxième rédaction, donc je joue le jeu, la probabilité que j soit compris entre 90 et 180, eh bien, c'est la probabilité pour que, alors justement, on a montré que j compris entre 90 et 180, c'est pareil que x compris entre moins 1, 5 et 3, puisque ça c'est x. Donc, je reconnais x, moins 1,5 et 3. Voilà. Et celui-là, je le calcule à la calculatrice. Si j'ai une TI, eh bien, comme avec la méthode rapide, de toute façon c'est deux fois la même méthode, hein, sauf que les nombres changent, donc je fais normal FREP. Donc cette fois-ci, ben, là c'était 90 et 180, mais ici c'est moins 1,5 et 3, donc je mets moins 1,5, 3, et puis pour mu et sigma, eh bien ici x, on a dit plus haut que x suit la loi normale centrée réduite. Donc ça veut dire que pour x, mu c'est 0 et sigma c'est 1. Donc avec ma TI, je fais moins 1,5, 3, mu et sigma, mu c'est 0 et sigma c'est 1. Soit dit en passant, si vous mettez juste les deux nombres qui sont là,
l'ATI par défaut comprend que mu c'est 0 et sigma c'est 1, c'est-à-dire que la loi normale par défaut c'est la loi normale centrée réduite. Donc voilà, donc ça veut dire que sur l'ATI je ne suis pas obligé de... je peux mettre normal f rep de moins 5,3 et c'est tout, je ferme ma parenthèse et j'appuie sur entrée. S'il n'y a pas les deux derniers, automatiquement elle fait comme si c'était 0 et 1 et la Casio fait pareil d'ailleurs. Donc sur la Casio, je fais norme CD. Donc je vous invite à le faire maintenant, hein. Vous prenez votre calculette. Alors, donc moins 1,5, hein, puisque ici c'est moins 1,5, ensuite 3, A, B, cette fois-ci c'est sigma mu, donc A, B, sigma mu. Voilà, donc de toute façon il n'y a pas de surprise, on va trouver exactement la même chose, hein. Donc à l'ATI je le fais devant vous, donc je fais normal f rep de moins 1,5, moins 1,5,3 et le 0 et le 1 je ne les mets même pas, j'appuie sur entrée et je trouve 0,932. Donc voilà. Donc je mets à peu près égal à 0,932 et c'est bon, hein. Alors, oui, là j'ai mis égal, c'est à peu près égal, enfin c'est pas un drame. Alors donc les deux méthodes sont exactement les mêmes. Vous pouvez me dire, mais à quoi ça sert du coup de faire le changement de variable, de faire avec x plutôt qu'avec j? Eh bien, ça ne sert strictement à rien. Ça sert justement à montrer que vous connaissez votre cours. Mais je veux dire, vous écrivez, en fait, ce qu'on demandait d'écrire sur la copie, c'était plutôt ça. Donc jouer le jeu, on a une égalité avec j, on la transforme par l'inégalité avec x. Donc voilà, parce que ça c'était x, hein. Donc c'est ce qu'on avait fait au petit a. Donc on reconnaît le x du petit a, hein, puisque x est donné bien par... On reconnaît que c'est la même formule, j-120 divisé par 20. Donc là on joue le jeu, on trouve 0,932. Mais je veux dire, de toute façon, on peut tout à fait utiliser la calculette pour trouver avec j directement. Simplement, au lieu de mettre moins 1,5, 3 et éventuellement de ne pas mettre les deux derniers nombres, au lieu d'en mettre 2, on en met 4. Mais pour la calculatrice, c'est pareil. Donc je maintiens, vous mettez ça sur votre copie, vous mettez ça, vous avez les points. Donc évidemment, pour vous, c'est beaucoup plus simple de vous contenter d'écrire ça. Et bien, le jour du bac, vous faites ça. Après, si vous êtes super bon en maths et que, pourquoi pas, vous voulez montrer au correcteur que vous avez compris la démarche, vous faites ça. Mais vous n'aurez pas de points en plus. Voilà, donc là aussi c'est une question qui peut paraître complètement idiote, et personnellement je considère qu'elle l'est, puisqu'en définitive on part de j qui est une variable aléatoire relativement simple, on définit un x qui n'est pas très compliqué, mais pourquoi ça ne sert à rien. Voilà, donc hein, l'une des deux rédactions au choix. Alors maintenant on passe à un autre exemple d'utilisation de la loi normale dans les exercices de probabilité. Donc, métropole, juin 2013 du bac ES, exercice 1, partie B, contrôle qualité. Alors, c'était quoi cet exercice? Je vous lis l'énoncé tel qu'il était donc le jour du bac. On suppose que les composants doivent présenter une résistance globale comprise entre 195 et 205 ohms. Voilà, bon, bah, ça le contexte c'était une usine qui fabriquait des composants, donc ça on s'en moque un peu, mais voilà, il y a deux nombres, 195 et 205 ohms, donc j'ai mis résistance entre 195 et 205 ohms, donc ça c'est la contrainte, c'est-à-dire sinon la résistance n'est pas bonne. On admet que la variable aléatoire grand R, qui a un composant prélevé au hasard dans la production, associe sa résistance, donc grand R c'est la résistance, et donc on admet que la variable aléatoire grand R suit une loi normale, de moyenne mu égale 200,5 et d'écart type sigma égale 3,5. Donc voilà, ça je le souligne, ou alors au brouillon je me l'encadre. R suit la loi normale, donc moi j'écris ça en abrégé, la loi normale mu sigma 2, parce que ça c'est la notation scolaire. Mu c'est 200,5, c'est la moyenne ou l'espérance, puisque c'est pareil. Et sigma, l'écart type, c'est 3,5. Donc ça je me le note, ok. On prélève un composant dans la production. Les résultats seront arrondis à 0,0001 près, donc 4 chiffres après virgule. Ils pourront être obtenus à l'aide de la calculatrice ou de la table fournie en annexe 1. Voilà. Alors, vous pouvez utiliser la table fournie en annexe si vous le souhaitez, mais moi je vous conseille d'utiliser la calculatrice. Enfin, la plupart de mes élèves trouvent que les tableaux, le temps de comprendre comment ça marche, on perd du temps, et alors que la calculatrice, bon, bah, ils s'en sont servis toute l'année, donc ils la connaissent mieux. Donc,
Enfin, vous pouvez jeter un œil à la table qui est en annexe. Je vais peut-être en toucher deux mots, mais c'est surtout, moi je vous conseille de savoir utiliser votre calculatrice. Parce que vous ne saurez jamais quel genre de tableau vous aurez le jour du bac, alors que au niveau de la calculatrice, ce sera tout le temps la même chose. Enfin voilà. Donc, première question, calculer la probabilité P1 de l'événement. La résistance du composant est supérieure à 211 ohms. Donc j'ai mis ça comme ça, probabilité de l'événement, enfin je n'ai pas mis événement, mais voilà, c'est ça qu'on veut, la résistance est supérieure à 211 ohms. Bon, alors, allons-y. Si mon marqueur, je vais écrire. Ah, alors, déjà je traduis la question en langage mathématique. La probabilité que la résistance soit supérieure à 211 ohms, donc on l'a appelé P1. Et P1, c'est donc la probabilité, donc grand P, que la résistance, donc grand R, soit supérieure à 211 ohms, supérieure à 211. Voilà. Alors, vous pouvez hésiter entre supérieur ou égal et supérieur strict. Quand vous avez une loi à densité, c'est pareil. Hein. Une loi à densité, c'est la loi uniforme et la loi normale quand on est en ES. Et si on est en S, il y a aussi la loi exponentielle. Enfin, peu importe. Mais c'est ces lois-là. Alors que pour une loi binomiale, par exemple, être supérieur ou égal à 211 ou strictement supérieur à 211, ce ne sera pas le même résultat. Mais pour la loi normale, ce sera le même résultat. Donc, supérieur égal ou supérieur strict, les deux sont acceptés, ça n'a aucune importance. Donc voilà, donc là, je dois calculer ça. Bon, alors, il met qu'on peut utiliser la calculatrice, donc par exemple, je vais utiliser la calculatrice. Alors, je prends ma TI. Donc, si j'utilise la TI, comment je fais? Et si j'ai une Casio, comment je fais? Alors, à la TI, c'est normal FREP de A, B, mu, sigma. À la Casio, c'est norme CD et c'est A, B, sigma, mu. Et entre parenthèses, si vous avez une TI en anglais, c'est pas normal FREP, c'est normal CD. Bon, un peu comme pour la Casio. Voilà. Donc, alors ici c'est quoi A, B, mu, sigma? Eh bien, supérieur à 211. Donc, alors vous pouvez noter qu'il n'y a pas d'encadrement. Pour utiliser ces instructions, normalement, c'est quand la probabilité est comprise entre A et B. Donc là, j'ai bien A qui vaut 211, mais je n'ai pas de B. Bon, bah, à ce moment-là, pour B, je mets plus l'infini. Alors vous pouvez me dire, ah oui, mais sur ma calculatrice, je n'ai pas de touche plus l'infini. Alors ok, mais vous mettez un très grand nombre, par exemple, je sais pas, 1 million. Allez. Puis si vous avez le doute, vous mettez 1 milliard, enfin, voilà. Mais vous pouvez, enfin, voilà, vous pouvez marquer que si vous mettez 1 million ou 1 milliard, le résultat est le même, donc voilà. Donc voilà, donc A et B, c'est bon. Mu et sigma, ils sont donnés. Mu, c'est 200,5, sigma, c'est 3,5. Donc, mu 200,5 et sigma 3,5. Voilà. Et si c'est la Casio, c'est pareil. A c'est 211, B ce sera 1 million, sigma c'est 3,5 et mu 200,5. Simplement, c'est pas dans le même ordre. Alors, donc je prends ma TI. Alors pour avoir cette fonction-là, normal FREP, je peux me balader dans les menus. Alors moi je ne supporte pas ça, donc je vais dans catalogue. Catalogue c'est la touche du 0, mais il faut faire shift avant. Catalogue, et après normal FREP, ça commence par un N, comme loi normale. Donc j'appuie sur le N. Automatiquement elle se met en mode alphanumérique. Voilà. Parfois il faut faire 2 fois, parfois une fois suffit. Voilà, une fois suffit. Alors, et donc je vais dans normal, je ne fais pas normal FDP, je fais normal FREP.
Et je mets bien mes nombres, donc 211, 1 million, 200,5, et enfin le dernier, 3,5 ou plutôt 3,5. Bon, voilà. Et allez, c'est parti, ça me met 0,0013, 49, 96, 72. Donc j'ai arrondi 4 chiffres après la virgule, ça fait 0,013. Donc sur ma copie, bien sûr, je ne mets pas ça. Je mets à peu près égal à 0,013. Voilà. Hein. Donc là, on est bon. J'insiste simplement sur le fait que là, on n'avait pas un encadrement. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est la probabilité que R soit supérieur à 211, c'est la probabilité que R, en fait, soit compris entre 211 et plus l'infini. Hein, pour avoir A et B. Et donc, pour B, on a pris plus l'infini. Enfin, on a pris un très grand nombre, en fait. Hein, mais au niveau de la calculatrice, ça ne change rien. Évidemment, vous ne mettez pas ça sur votre copie. Hein. Sur votre copie, vous mettez juste ça. Voilà. Hein, ça, c'est du brouillon, c'est entre nous. Bon. Voilà. Donc ça, c'était pour la question 1. Voilà. Ça, c'est brouillon. Et on passe à la question 2. Alors, question 2, probabilité que la résistance soit dans l'intervalle de tolérance. C'est quoi l'intervalle de tolérance? Eh bien, je cherche des nombres dans l'énoncé, ben, il n'y en a pas beaucoup. Et c'était précisé au tout début, la résistance doit être comprise entre 195 et 205 ohms. Donc c'était ça. Voilà. Donc, et puis ici, il l'appelait P2, la probabilité, donc je mets P2 égale. Ensuite, je traduis en langage mathématique. La résistance dans l'intervalle de tolérance, il est là l'intervalle de tolérance, c'est entre 195 et 205. Donc, c'est la probabilité que R soit comprise entre 195 et 205. Bon, alors, après, c'est la calculatrice qui travaille. Donc, si j'ai une TI, je fais normal FREP, alors A, B, mu, sigma, A, 195, B, 205, mu, 200,5, sigma, 3,5. Si j'ai une Casio, je fais norme CD de A à B, sigma, mu, avec les mêmes nombres A, B, sigma et mu, c'est-à-dire 195, 205, 3,5 et 200,5. Donc, allons-y. Normal FREP, donc j'ai que les nombres à changer. Au lieu de 211, je mets 195. Après, je virgule 205, virgule 200,5 et sigma 3,5. Et voilà. Et donc j'ai 0,84, 26, 86, 96, 46. 4 chiffres après la virgule, ça fait 0,84, 27. On arrondit à 27 puisque c'est 26, mais il y a un 8 après. Hein. Donc 0,84, 27. Et voilà. Alors, juste un mot sur l'utilisation du tableau. Donc, là c'est bon, je mets juste ça sur ma copie, mais je vais vous faire un petit point sur la méthode tableau. Alors, les tableaux, soi-disant, vous pouvez lire le programme, c'est pour les élèves qui ont des calculatrices peu performantes. De toute façon, que vous soyez en S ou en ES, vous avez tous en général soit une TI, soit une Casio, et elles font toute la loi normale. Hein, enfin, moi je ne connais pas d'élèves qui se trimballent une Casio collège ou une TI collège, donc bon. Donc voilà, et en fait c'est pour que les candidats qui n'ont pas de super matériel ne soient pas désavantagés, mais en pratique, je veux dire, leur tableau s'embrouille plus qu'autre chose. Alors, si j'utilise le tableau qui est en annexe, c'est bien écrit, c'est un extrait de la table de la loi normale pour mu égale 200,5 et sigma égale 3,5. Mais ça ne vous donne pas la probabilité que x soit compris entre A et B. Ça vous donne la probabilité que x soit inférieur ou égal à t.
Et donc, si vous utilisez ce tableau, il faut absolument connaître cette formule, c'est-à-dire la probabilité que x soit compris entre a et b, c'est égal à la probabilité que x soit inférieur à b, moins la probabilité que x... Alors normalement, il faudrait mettre strictement inférieur à a. Mais pour une loi densité, donc une loi normale ou une loi uniforme, ou si vous êtes dans S, une loi exponentielle, la probabilité que x soit strictement inférieur à a ou la probabilité que x soit inférieur ou égal à a, c'est pareil. Et donc là, je suis paré pour utiliser mon tableau. Donc par exemple, si je veux la probabilité, alors ici c'est pas x c'est r, mais c'est pareil, hein, donc que ce soit entre 195 et 205, eh bien c'est la probabilité que r soit inférieur à 205, moins la probabilité que r soit inférieur à 195. Et si j'utilise le tableau, donc j'ai différentes valeurs de t et différentes valeurs de probabilité d'avoir x inférieur à t. Bien. Alors, si je veux la probabilité que r soit inférieur à 205, donc, alors dans le tableau ce ne sera pas r, ce sera x. Mais donc je recherche probabilité que x soit inférieur à 205. Donc je cherche, dans les valeurs de t, je cherche 205. Il est en fait sur la deuxième colonne tout en bas. Et la probabilité correspondante, c'est 0,9007. Donc là, je mets 0,9007. Téléphone, ok. Alors, moins la probabilité que R soit inférieur à 195. Alors, je cherche 195, il est tout en bas de la première colonne, et la probabilité correspondante, c'est 0,0580. 0,580. Alors, je calcule ça à la calculatrice. Alors, 0,9007 moins 0,058. Et ça nous fait 0,8427. Exactement la même chose. Et voilà. Donc c'est quand même plus compliqué la méthode tableau, hein. Enfin, sauf si vous avez un problème avec votre calculatrice, vous ne savez pas l'utiliser, la méthode tableau est à peu près systématiquement plus compliquée. Là, il y a cette formule, enfin de toute façon je vous conseille de connaître cette formule, hein. Ça c'est du cours. Mais voilà, enfin, ça rend l'utilisation quand même du tableau un peu plus compliqué. Alors vous pouvez me dire, ah oui mais avec la calculatrice, par exemple, ici, il fallait, voilà, R supérieur à 211, il fallait le transformer en R compris entre 211 et plus infini. Oui, enfin, bon, d'accord. Hein, enfin, de toute façon, si vous préférez la méthode tableau, bah, prenez la méthode tableau, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais moi, je vous conseille la méthode calculatrice. Voilà, alors c'est tout pour cet exemple, parce qu'en fait, si vous regardez bien, dans la partie B de cet exercice, il y avait aussi une question 3. On prélève au hasard dans la production 3 composants, on suppose que les prélèvements sont indépendants et que la probabilité qu'un composant soit accepté est égale à 0,84, déterminer la probabilité qu'exactement 2 des 3 composants traités soient acceptés. Eh bien ça n'est pas une question sur la loi normale, c'est de la loi binomiale. Donc faites aussi attention à ça, c'est aussi une petite nouveauté. Depuis l'année dernière, depuis le nouveau programme, il y a des lois normales. Maintenant, ils s'amusent à vous faire un peu de binomial dans les lois normales ou un peu de loi normale dans le binomial. Alors, ils mélangent un petit peu les genres. Et donc, faites attention à ça, hein. Donc là, la question 3, ce n'était pas de la loi normale.